Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le commissaire Boubacar Sadio. Il est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Bienvenue à vous, commissaire. Merci de Fatou. Alors, très rapidement, commissaire Boubacar Sadio, vous êtes un ancien directeur général adjoint de la police nationale, ancien commissaire à Saint-Louis et aussi ancien adjoint au chef de la sûreté urbaine de Dakar, auteur de plusieurs chroniques apparues dans la presse sénégalaise. Est-ce suffisant pour vous introduire? Actuellement, la présentation est suffisante, mais c'est suffisant, largement suffisant. Merci. Le 3 février prochain s'ouvre la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février 2019. En interrogeant la météo politique, qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? Nous allons vers des élections électorales pas du tout faciles, contrairement à ce que les gens pensent. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que quand même, depuis le début du processus jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'entente entre les différents acteurs politiques, Oui. n'est-ce pas, sur la manière dont il faut y aller et quelles modalités pratiques il faut mettre en place. Oui. Et c'est depuis le parrainage, n'est-ce pas, jusqu'à l'inscription sur le fichier électoral. Et vous avez été témoin, n'est-ce pas, des dysfonctionnements qui sont apparus lors de la présentation de différents dossiers au niveau du Conseil constitutionnel. Oui. Je crois que j'ai été votre invité ici il y a quelques mois. Oui. Et je vous avais dit que le parrainage, j'étais contre pour deux raisons fondamentales. Oui. La première raison, c'est-à-dire que il y avait un problème d'opportunité. Il n'y avait pas besoin de se presser pour mettre en place ce parrainage-là. Oui. On aurait pu attendre après les élections présentes pour effectivement réfléchir tranquillement et trouver un consensus vraiment de tous les acteurs politiques pour que désormais les élections se fassent dans un climat de sérénité, de responsabilité. Oui. Et la deuxième raison, vraiment, j'avais des doutes, n'est-ce pas, sur la capacité du Conseil constitutionnel, effectivement, à mettre en place des modalités pratiques efficaces pour un contrôle efficace, effectivement, des différents fichiers. Et je crois que l'histoire m'a donné raison. Dans cette logique, l'application de la loi sur le parrainage ne fait pas que des erreurs. Les acteurs politiques ont-ils bien maîtrisé l'outil même? Non, même ceux qui l'ont mis en place et qui l'ont initié ne maîtrisent pas bien l'outil. Je crois que ça a été fait dans la présentation avec un objectif bien déterminé. Et j'avais dit ici également sur votre plateau que c'était tout simplement destiné à éliminer des adversaires. Ah oui. Bon, on a évoqué pour dire que effectivement c'était pour réguler les rationaliser les candidatures. Les candidatures. D'abord, on avait dit les partis politiques, ça n'avait aucun sens. Ensuite, les candidatures. Bon, les gens en ont profité quand ils ont demandé à qui voulait se présenter, de se présenter au niveau du ministère pour récupérer les formulaires de remplissage. Mais les gens se sont précipités. Même les badauds qui étaient à côté, par curiosité, se sont rendus pour prendre, n'est-ce pas, des exemplaires de fichiers. Bon, ça, en fait, c'est fait à dessein. C'était pour après exploiter maintenant ce surnombre de candidats à la candidature pour dire que, écoutez, vous avez vu, on est à 100 et 100 et quelqu'un, je crois que vraiment c'est le lieu maintenant de mettre en place le parrainage pour rationaliser. Bon, mais finalement, on a compris le jeu. Bon, les gens se sont opposés à ça, mais la majorité a imposé, comment dirais-je, sa supériorité numérique pour imposer cette loi. Les gens s'y sont conformés, les gens ont fait le tour, n'est-ce pas, de différentes contrées pour avoir des parrains. Arrivé au finish, avec le Conseil constitutionnel, vraiment, on en a éliminé sur 27, pratiquement 22. Actuellement, il ne reste plus que 5 candidats que ils avaient même annoncé. Concernant même le nombre, après le filtre, on a maintenant 5 candidats sur 27 prétendants. Cela vous rassure? Non, c'est là que pour moi c'est un recul vraiment extraordinaire et formidable à la fois. De tout temps, on a eu un nombre de candidatures qui tournent autour de 12, 13, 14, je crois que le maximum c'était 15. Donc ça veut dire que, en fait, la logique qu'ils voulaient défendre a été contredite par les faits. On s'est retrouvé avec 27 candidats. Bon, vraiment c'est dommage que de hautes personnalités, de grandes personnalités, des figures emblématiques de cette politique-là soient éliminées comme ça, sur la base, n'est-ce pas, d'une décision, disons, numérique, c'est ce que je peux dire. Parce qu'en fait, on a fait le tri sur la base d'un logiciel qui était là, que eux,
juges du Conseil constitutionnel ne maîtrisaient pas, et dont on ignorait totalement les paramètres qui permettaient effectivement de définir les différents critères de validation ou d'invalidation. Oui. Fait grave, quand même, je crois que la signature devait être un élément déterminant pour valider ou invalider une candidature. Oui. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Oui. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Bon, je crois que c'est par inadvertance ou bien ils ont été pris dans leur proportion. Il a été prouvé qu'effectivement, ils n'ont pas procédé à la vérification matérielle et physique des signatures. Oui. Donc, quelle est la validité, effectivement, de ce parrainage-là? Ça a été fait à dessein pour éliminer des candidats, pour se retrouver avec 5. Et ils ont eu la maladresse d'annoncer ça bien avant. Ah oui? Ah oui. Le Premier ministre a dit ici que les candidats seront 5. Oui. Ça s'est confirmé. Je crois quand même il a été repris. C'était une possibilité, ouais, selon lui. Non, mais non, ce n'est pas une possibilité, c'était une affirmation. Bon, on sait comment ça fonctionne avec ces gens-là quand même. Oui. Ah, il avait conjugué ses propos au conditionnel. Il n'y aura pas plus de 5 candidats face à Macky Sall. Bon, ça c'est des subtilités de langage. Mais le fond de la passée, les gens savaient vraiment qu'effectivement, ils voulaient aviser les gens pour leur dire qu'ils seront 5 et vraiment, ne vous avisez pas de contester ça. En fait, de préparer les esprits. De sa part. Qu'il emploie le conditionnel, ça c'était une subtilité. De sa part, est-ce acceptable? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je crois que je reviendrai sur ce Premier ministre-là. Ah oui? Allez-y. Dans certains de ses propos. Oui. Parce qu'en fait, ces temps-ci, j'ai remarqué qu'il m'excuse, parce que c'est une honnêteté, qu'il fait preuve d'une insolence. Insolence. Ouais, une insolence. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... ils disent qu'ils sont dans le temps de l'action et de la parole. Moi, je suis dans le temps de la vérité et non du mensonge. Donc, un chat, c'est un chat. Ouais. Un voleur, c'est un voleur. Un violeur, c'est un voleur. C'est comme ça que moi, je vois les choses. On n'a pas besoin maintenant de circonlocution, de périphrases, n'est-ce pas, comment dirais-je, encore de subtilité lexicale pour définir les choses telles quelles. Donc, j'ai dit encore une fois, vraiment, peut-être que je suis au regret de le dire, mais c'est la réalité, je ne peux pas trouver un autre terme. Peut-être que je pourrais dire qu'il a été inélégant. Mais je préfère dire vraiment le fond de ma pensée, c'est qu'il a été insolent. Oui. En annonçant les 50 pas non en annonçant, mais en taxant Abdoulaye Wade d'être un sauvage. Tout le monde l'a entendu. Est-ce normal de sa part de traiter notre ancien président de la République, un Abdoulaye Wade qui, disons, a à peu près 100 ans et qui n'en est pas loin? Vraiment, est-ce que c'est normal de lui attribuer ces qualificatifs-là? Au-delà de ça, je l'ai entendu dire, parlant des opposants, excusez-moi, je suis obligé d'employer et de répéter les termes de manière crue, qui ne nous emmerde pas, qui ne se fout pas de nous. Mais ça, c'est pas normal de la part d'un Premier ministre. Et cette insolence-là, ce n'est pas au niveau du Premier ministre, c'est pratiquement au niveau de l'établissement, c'est-à-dire ceux-là qui occupent les plus hautes fonctions et responsabilités. Si je vous donne encore des exemples. Oui. Il y a le président Moussa Fagnès qui est là, qui a dit devant tout le monde, qui a traité ses partisans, certains de ses partisans, d'être, excusez-moi encore le terme, vraiment c'est avec mal, avec une certaine gêne que je reprends, mais c'est ça la vérité. Oui. Que c'est des imbéciles, que c'est des salopards. Il a osé regarder ses collègues députés pour traiter certains d'être des lâches. Mais un responsable ici aussi, qui est à la tête d'une institution parlementaire supranationale, a traité ici également un homme politique d'être, excusez-moi le terme, mais je veux le dire parce que c'est ce qui a été utilisé, un homme haram. Et vous pensez que ça c'est normal? Et ces régulateurs sociaux qui sont là, sont en train d'écouter et d'entendre ces insanités-là. Ils n'ont rien dit. Donc je crois qu'il faut dénoncer ça. Et maintenant, si les jeunes se mettent maintenant à insulter, tout le monde s'indigne, tout le monde appelle à la paix, etc. Je crois qu'il y a trop d'hypocrisie dans ce pays-là. Il faut y mettre un terme. Est-ce qu'ils ne sont pas gagnés par l'usure du pouvoir? Non, ils ne sont pas gagnés par l'usure, ils sont gagnés par l'arrogance. Pas l'usure du pouvoir, mais par l'arrogance. Oui. Il y a quelques mois, sur ce plateau même d'opinion, vous aviez annoncé l'invalidation des candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall. Là, on peut dire que c'est l'instinct de flic. Ah oui, ça, je vous l'avais dit depuis. Oui, oui. Et vous m'aviez dit même que c'est un scoop que j'offrais à Walfadjri. J'avais dit ici que ni Khalifa Sall ni Karim ne se présenteront. Parce que c'était décidé. Et on a évoqué une réunion à laquelle a participé un grand magistrat qui fait partie de ces gens-là.
Moi, je ne peux pas les considérer comme... Démenti par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Mais il y avait un grand magistrat qui occupe de hautes responsabilités, de hautes fonctions, qui a participé à cette réunion-là. Ça a été décidé depuis. Et vous m'avez dit que les gars du PDS avaient un seul plan, le plan A. Et j'avais dit que ce serait suicidaire que de s'en tenir à un seul plan. Quand on est stratège, on a beaucoup de plans à mettre en œuvre. Khalifa, c'est un ami, je l'ai défendu. Mais comme je l'ai dit, quand je discute avec ses supporters, je leur fais comprendre qu'effectivement, il ne sera pas candidat. Et il ne sera pas candidat. Avant même qu'il ne soit arrêté, je suis venu alerter un de ses collaborateurs pour dire que Khalifa sera bientôt arrêté. Donc, il y a l'instinct de flic, il y a ma capacité d'analyse. Vous savez, nous, membres des forces de sécurité, on n'est pas des politiciens. Mais les politiciens qui s'activent là ne maîtrisent pas la politique mieux que nous. Nous avons passé toutes nos carrières à faire des analyses politiques, à faire de la prospective politique, à suivre des hommes politiques, à analyser des discours politiques, etc. La chose politique, nous la connaissons. Et aussi, nous avons quand même des capacités d'avoir des informations que les autres ne peuvent pas avoir. Qui aura décidé de leur sort, ces deux cas, Karim et Khalifa? C'est celui qui en a intérêt à ce qu'il ne soit pas candidat. C'est-à-dire Macky Sall. C'est tout. C'est le président de la République actuelle qui ne veut pas de la candidature de Karim Wade, qui ne veut pas de la candidature de Khalifa Sall. De quoi aura-t-il peur? Non, parce que tout simplement... Il a sa majorité présidentielle. Il a sa majorité présidentielle qui est une majorité fictive. Fictive? Oui, fictive. Benno Bokk Yakaar? Benno Bokk Yakaar, bon, en fait, ça c'est de l'escroquerie politique. J'ai du mal même à prononcer cette appellation-là. C'est une escroquerie politique. Donc, il avait des éléments d'appréciation, des sondages, etc. Il savait très bien qu'avec la participation de Khalifa Sall et de Karim Wade, il y avait peu de chances même qu'il se présente au-dessus. Il dit que les sondages le créditent de plus de 54%. Mais ça, effectivement, ils sont dans la suggestion mentale pour préparer les gens à accepter ce résultat-là, de 54%, 54%. Lui-même, quand il affrontait en 2012 Abdoulaye Wade, quand il avait fait comprendre que Abdoulaye Wade a déclaré qu'il va passer au premier tour avec 51-52%, mais il s'en était offusqué pour dire qu'en fait ça c'est des propos que ce n'est pas possible au Sénégal. De la même manière, on lui sert la même réponse pour dire qu'effectivement ce n'est pas possible actuellement, à l'heure actuelle de la situation, qu'il passe au premier tour. Justement, c'était là ma question. Est-ce que vous confirmez toujours qu'on ne s'en tiendra pas à un premier tour au soir du 24 février comme le veulent certains dans Benno Bokk Yakaar, notamment le candidat Macky Sall? Ils sont en train de mettre pas même une stratégie, mais des stratagèmes pour effectivement faire en sorte qu'au soir du 24, ils puissent déclarer que Macky Sall est passé au premier tour avec 30%. Maintenant, il appartient aux opposants. Vous acquiescez ou bien? Vous allez acquiescer ou pas? Bon, le jour où ils déclareront ça, personnellement, je vais mettre ça en doute. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Peut-être qu'après, j'aurai des éléments, n'est-ce pas, pour étayer mes propos. Il appartient maintenant, parce qu'en fait, ça, ce sont des intentions. Seront-elles réalisées ou pas? Dieu seul sait. Mais il appartient maintenant à cela qu'il a en face de lui, vraiment de mettre les conditions, n'est-ce pas, pour que vraiment ça ne se réalise pas. Et que dit votre flair d'ancien commissaire à propos de l'élection présidentielle? On va en rester au premier tour ou bien il y aura un second tour forcément? Vous savez, bon, ça je ne saurais jouer, disons, juger par rapport aux tendances. De cristal. Bon, je dis que d'après mes analyses objectives, vraiment, c'est pratiquement pas possible qu'il passe au premier tour. Face aux 4 prétendants. Mais justement, même par rapport aux 4, je crois que lui-même, il a facilité la tâche aux opposants. À eux maintenant d'exploiter cette opportunité. Parce que s'ils avaient été 27, ça aurait été très difficile d'avoir des pôles forts. Il y aurait un éclatement, un éparpillement. Maintenant qu'il les a réduits à 4, mais il a créé comment dirais-je, il a mis en place les objectifs spécifiques pour atteindre l'objectif principal, qui est son départ. Maintenant, il y a 3 candidats, il y a 4 candidats, mais maintenant, les gens n'ont qu'à se retrouver autour de ces 4 candidats-là pour créer 4 pôles forts. Et maintenant, l'affronter. De quel atout disposent-ils, ces 4 candidats, face à Macky Sall, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, Issa Sall et Madické Niang? Ils disposent d'un premier atout. Lequel? C'est le rejet de la population de la politique de Macky Sall. N'est-ce pas? Donc, à eux maintenant de développer le discours nécessaire, à eux de montrer sur le terrain la détermination nécessaire. C'est pourquoi, en fait, je pense que ce juridisme, il est temps d'arrêter ça. D'aller vers les populations,
de les mobiliser, de les sensibiliser et de leur expliquer l'enjeu des élections de 2009. 2019. Ça dépasse le simple cadre de lire un président de la République. Ah oui, pourquoi? Ah ouais, ouais. Mais parce que y a des perspectives, des richesses extraordinaires pour ce pays-là. Mais ça, il avec faut la découverte du pétrole et du gaz. ça, il faut confier ça à des mains propres, des mains vertueuses et des mains vraiment sobres. Et malheureusement, tel n'a pas été le cas. Oui. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous me permettez, je vous laisse le soin de poser des questions. Oui, mais parmi ces quatre prétendants face à Macky Sall, qui a le plus de potentialité pour percer? Ça, je ne saurais. Ils sont tous, ils partent, disons, à chance plus ou moins. Il y en a qui ont eu un passé dans la vie politique de ce pays. De la météo politique. Oui. Mais quand même, objectivement, bon, il y a Idrissa qui est là. Oui. Qui est vraiment, moi je dis, disons, le véritable challenger de Macky Sall. Qui a occupé des fonctions dans ce pays. Qui a une expérience de l'État, qui a été le patron même de Macky Sall, qui l'a initié sur beaucoup de choses, qui lui a confié des responsabilités et qui le connaît très bien. N'est-ce pas? Dans sa capacité à gérer les affaires publiques, et également dans sa façon même de fonctionner mentalement. Idrissa le connaît très bien. Donc, il y a Sonko. Maître Madické Niang aussi, il était dans le même parti avec Macky Sall, dans le même parti. Mais je crois que ils ont cheminé ensemble durant 8 ans. Point de vue responsabilité, et responsabilité gouvernementale et pratique exercée par Idrissa Seck ne sont pas comparables à celles exercées par Madické. Et il y a également le jeune Ousmane Sonko qui est là, qui est l'incarnation effectivement de cette nouvelle rupture paradigmatique dans la gestion des affaires. Un phénomène ou bien un épiphénomène comme le disent ce n'est ni un épiphénomène, ni un phénomène, c'est une réalité sociale qui est là. Ah oui? Ah oui, et qui va durer. Quelle réalité? Réalité sociale, c'est-à-dire que c'est débarrasser vraiment de ces gens-là qui gèrent nos deniers publics avec une légèreté déconcertante, des gens qui, à la limite, n'ont aucune morale. Ils sont à la fois amoureux et immoraux, et des gens qui font preuve d'arrogance, d'indécence, vraiment, qui font preuve même de mépris par rapport aux populations. Mais lui, on lui sort quelques cafards ces derniers temps, avec l'histoire des 94 milliards. Encore faut-il qu'il prouve. Ça, c'est des déclarations. C'est-à-dire que c'est dans l'intention de nuire. Après avoir un peu tâtonné un peu partout, bon, maintenant, il faut essayer de sortir des cafards, mais c'est de faux cafards. Après l'examen des recours, pensez-vous qu'il y aura des repêchés au soir du 20 janvier prochain? Il n'y aura rien. Ces 5 provisoires, là, c'est des candidats définitifs. Là, c'est clair comme... Il ne faut même pas se faire d'illusions. Ah oui? Ah oui. Regroupé autour du C25, le groupe des 25 candidats, l'opposition concocte un plan de guerre. Pensez-vous qu'elle arrivera à faire reculer le président Macky Sall? Bon, je ne sais pas s'ils arriveront à faire reculer le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall, il est dans sa logique. C'est-à-dire que lui, les fins justifient les moyens. Donc, il n'hésitera pas. Eux maintenant, ils sont en train de corriger, ils ont fait un appel à la résistance. Je veux bien, mais actuellement, moi, je trouve qu'actuellement, il y a un peu de mollesse dans ce qu'ils sont en train de faire là. L'opposition. Oui, oui. Bon, je le dis ici, de vivant, en les regardant les yeux dans les yeux, vraiment, s'ils doivent continuer comme ça, ils n'ont qu'à laisser la place à Aïda Mbodj, Aïssata Tall Sall et Waré-Sarr, n'est-ce pas, de prendre le commandement du tout. Ah oui? Ah oui, oui. À ce point? À ce point, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est de la frilosité ou bien? Non, quand on veut quelque chose, on y met du sien. Et ça demande des sacrifices. Et comme on dit, les sacrifices, on le fait ou on le fuit. Il n'y a pas une attitude intermédiaire. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont prêts à se sacrifier? Dans le discours est combinatoire. Mais dans la réalité, en fait, je crois que c'est que ces opposants, ils manquent dramatiquement de stratège. C'est ça leur principale faiblesse. Ils n'ont pas de grands stratèges en leur sein. Mais ils sont courageux quand même. Oui, ils sont courageux. Ils sont courageux. La fraude électorale est une crainte manifestée par ces mêmes opposants. Y a-t-il de quoi fouetter un chat? Mais absolument. Absolument. Comme j'ai dit, d'abord, dans le cas du parrainage, là, eux, ils ne disposent pas du fichier. Donc, ils ont fait du parrainage comme ça, vraiment, à la beuglette, sans avoir de référence. Alors que de l'autre côté,
les gens avaient les fichiers sous leurs yeux. Ils se sont débrouillés également pour être les premiers à déposer ça. Ensuite, par ce biais-là, le candidat sortant, il sait qui est susceptible, parce qu'en fait, le parrain n'est pas forcément l'électeur, mais qui est susceptible de voter pour tel ou tel candidat. Ils sont peut-être 1 million et quelques, c'est 1 million. Ils vont trouver le moyen, soit 1 400 000. 1 400 000, Oui. soit, s'ils n'ont pas encore de pièces d'identité, de leur fournir des pièces d'identité en disant que voilà, bon, c'est même pas possible. Parce que quand on est parrain, on est censé être un électeur. Oui. Mais ils vont se débrouiller peut-être pour les déplacer dans les... Vous parlez des achats de conscience. Achat de conscience, c'est dès le début ça. C'est au moment du parrainage. Et quand on faisait l'achat de conscience là, en fait nos responsables moraux, ces chefs religieux là qui sont en train de faire un appel à la paix là, ils voyaient les choses telles qu'elles, ils n'ont pas dénoncé. Je n'ai entendu qu'un seul chef religieux au niveau de Cambérène, qui effectivement a fustigé ça, en disant que aussi bien celui qui donne de l'argent pour qu'on le parraine que celui qui accepte l'argent pour parrainer sont tous coupables aux yeux de l'islam. Oui. Mais dans Benno, on a eu plus de 4000 rejets de signatures. Oh, ben ça, même en disposant du fichier électoral. Mais ça, c'est de la poudrologie, ça. C'est pour, disons, c'est pour édulcorer la pilule, pour que les gens puissent avaler ça. Oui. Diminuer un peu l'acidité de la chose, mais c'est tout. Hein. Oui, hormis le parrainage, qu'est-ce qui pourrait favoriser une fraude électorale? Bon, peut-être que, j'espère qu'ils ne vont pas reconduire le cas des ordonnances, des ordres de mission. Comme ce fut le cas lors des législatives à Dakar. Avec des cas bien concrets. Plus de 7000. Bon, ensuite, je crois qu'aussi, le jour du vote, ils ne vont pas demander aux gens de sortir avec tel ou tel bulletin pour qu'ils ont voté pour Macky Sall, en contrepartie de l'argent, etc. Oui. Mais les forces de l'ordre votent, comme ce fut le cas, en même temps que les civils. Donc il y aura forcément des ordonnances, des ordres de mission. Oh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure ça. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se fasse, que ce soit un prétexte pour en fabriquer en quantité industrielle. Ça a été le cas. Et que les gens votent avec un ordre de mission, quand on a une mission, c'est tout à fait normal. Oui. Mais c'est-à-dire que là où il faut 1000 ordres de mission, bon, ils mettent à la disposition des gens 3 000 à 4 000 ordres de mission. Ça a été prouvé, particulièrement au Parti socialiste. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, nous dit qu'il n'est plus possible de faire une fraude au Sénégal. Bon, il peut le dire. Vraiment, je vois mal un État dire qu'effectivement, écoutez, nous allons vers des élections, vraiment, il y a des possibilités de fraude, vraiment, ça c'est décrédibilisé. Oui. Par rapport à M. le ministre Ali Ngouille, oui, il va organiser ces élections. Il va organiser, que j'aime bien, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. Lequel? J'interpelle encore ces chefs religieux-là, qui appellent à la paix, en disant que voilà, bon, il faut que les gens aillent dans les urnes. Ils affichent une neutralité juste dans le jeu politique. Non, ce n'est pas une neutralité, c'est un jeu de leur part, ça, j'ose le dire. Ah, certains du moins. Mais cette situation-là, qui est lourde de danger, mais qu'ils essaient de voir qui en est le principal responsable, qui l'appelle à la raison, n'est-ce pas? Ali Ngouille, ministre de l'Intérieur. Oui. J'ai contesté, j'ai dit qu'il devait démissionner pour 2 raisons. D'abord, le fait qu'il se soit affiché comme ça, pour dire que vraiment il va mettre ce qui est en son pouvoir pour faire passer son candidat. Ouais. Il aurait dit dans un meeting, on pourrait passer même quand même, mais au moment où il disait qu'il était dans les attributs du ministre de l'Intérieur. Et ensuite, mais M. Ali Ngouille était un présumé faussaire. Ah oui? Ah oui, parce qu'on l'a accusé, le premier ministre Abdoul Mbaye l'a accusé d'avoir produit du faux. Et qui plus est, le Premier ministre a affirmé avoir adressé une correspondance au président de la République pour attirer son attention, parce qu'il est contre-signataire de ce décret-là. Il a écrit au procureur de la République, chargé de défendre les intérêts de la société. Mais aucune réponse. Moi, personnellement, j'ai interpellé le ministre de l'Intérieur pour lui dire que, mais ce dont on vous accuse là, est-ce vrai ou pas? Il faut démentir pour que les gens soient tranquilles. Mais sinon, le silence là, vraiment équivaut à accepter d'être coupable. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent, absolument. Et vraiment, ce serait un précédent dangereux qu'on puisse confier, si les choses s'avèrent, qu'on puisse confier le ministre de l'Intérieur chargé de notre sécurité publique, vraiment à quelqu'un comme ça. Oui. Qui a sous ses ordres des préfets, des gouverneurs, des commissaires de police.
hein, des officiers de la gendarmerie, etc. Non, c'est pas possible. Oui. Et la preuve, on l'accuse d'avoir fait du faux. D'autres aussi l'accusent d'avoir produit un faux fichier et remis à la disposition du conseil. Ce faux-là va être une étiquette qui va lui coller sur le dos. Et à lui maintenant vraiment d'éclairer l'opinion. N'empêche, il va organiser le scrutin du 24 février prochain. Je reviens encore à ces gens qui font appel à la paix là. Ils auraient dû appeler le président Macky Sall pour lui dire, monsieur le président, franchement, d'accord, nous appelons les Sénégalais vers la paix. Mais quand même, vous aussi, mais faites comme vos prédécesseurs. Abdou Diouf a accepté. En faisant des concessions. En disant que vous m'amenez ce dont vous aurez décidé, et puis il n'y a pas de problème, je signe sans problème. C'est ce qu'il a fait. Abdoulaye Wade, il a accédé à la demande de l'opposition. Et lui, maintenant, systématiquement, il se recroqueville sur ses décisions. Il ne le fera pas. Il l'a même signifié au soir de du 31 manière même péremptoire, décembre. il répond aux gens pour dire qu'il ne le fera pas. Oui. Quel est votre problème par rapport à l'attitude de neutralité affichée par les guides religieux? Non, ils ne sont pas tous neutres quand même. Ils ne sont pas tous neutres. Il y en a qui ont carrément affiché leur appartenance, leur sympathie. Bon, ils sont libres, hein, c'est des citoyens, hein, de voter pour qui ils veulent. Mais ce que je conteste un peu, c'est qu'ils donnent des consignes de vote à leurs talibés. Ce n'est pas le cas pour le moment. Ils n'ont qu'à, vous savez, les consignes de vote, hein, quelquefois ça se donne publiquement, quelquefois ça se donne de manière subtile, et quelquefois maintenant ça se donne à travers les boconiques, etc., les collaborateurs proches. On sait comment le système-là fonctionne. Oui. Mais je crois que ces chefs religieux-là, disons, on a surtout besoin de leur autorité morale, mais pas de leur connaissance religieuse. Parce qu'à leur côté, il y a des gens qui connaissent le maîtrise du Coran mieux qu'eux. Ah, ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si on faisait un concours là, vous pensez que le premier roi, il sera issu des foyers religieux, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Donc, c'est pas sur ce côté-là même dont on a besoin. Ouais. C'est leur, disons, leur aura morale. À un moment donné, si la situation est difficile, si la situation est grave, vraiment, évidemment, de par leur autorité, qu'ils puissent parler. Parce que leur voix va porter et ça fera écho comme ça auprès des populations, effectivement, peut-être qu'ils vont réagir. Pour le moment, doivent-ils se prononcer à cet instant T? Ce n'est pas indiqué qu'ils se prononcent en faveur de tel ou tel candidat. Ouais. Par rapport à quoi donc devraient-ils se prononcer? Non, ce qu'ils devraient dire, c'est d'appeler au calme. Je suis actuellement d'accord. Oui, mais qu'ils analysent la situation pour voir où est le véritable problème. Parce qu'ils ont des gens qui connaissent la situation politique de ce pays-là, qui leur demandent, mais en fait, quel est le problème des Sénégalais? Mais les gens lui diront, mais c'est parce qu'il y a ceci, il y a cela, etc. Mais à eux maintenant de prendre responsabilité et d'appeler le président de la République. Commissaire, les forces de l'ordre sont attendues au tournant dans ce contexte, notamment leur attitude dans la gestion des troubles. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, ce que je puis dire, c'est que les forces de sécurité doivent comprendre que l'enjeu du maintien de l'ordre, c'est de pouvoir conserver l'ordre établi par des méthodes modérées de coercition, comme on dit. Et ceci pour éviter d'user de la violence que suppose le rétablissement de l'ordre public. Parce qu'il y a une différence entre le maintien de l'ordre public et le rétablissement de l'ordre public. Ça suppose quoi? Trois choses. Lesquelles? Que le maintien de l'ordre doit servir à prévenir les troubles à l'ordre public, pour que les gens n'aient pas à les réprimer, premièrement. Ça, c'est la fonction proactive, c'est la prévention, c'est l'anticipation, vraiment, c'est la matière principale, le mode d'action principal des forces de sécurité. Deuxièmement, ils doivent maintenir l'équilibre entre l'ordre établi qui est là et ce qu'on appelle le désordre acceptable. Vous savez, dans les démocraties, nous sommes censés être dans un pays démocratique, même si j'en doute moins. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Vous basez sur quoi pour le dire? Bon, je vais revenir. Oui. Je ne veux pas casser le fil de ma réflexion. Oui, on va parler. C'est que dans les États démocratiques, on accepte qu'il y ait des conflits sociaux. Et on tolère même
que ces conflits sociaux s'expriment dans un certain désordre. C'est pourquoi on parle de désordre acceptable. Troisième élément, oui. c'est d'intervenir en face d'un citoyen qui est momentanément un adversaire qu'on doit affronter, oui. n'est-ce pas? Sinon, on n'aura pas rempli son devoir. Oui. Et, comment dirais-je, qui est momentanément un adversaire, mais qui n'est jamais et qui ne sera jamais et qui ne devra jamais être un ennemi. On ne devrait pas le voir comme un ennemi. Donc. On ne devrait pas le voir non, comme un ennemi. Parce que, vous savez, le maintien de l'ordre implique, quand les opérations se seront terminées, que ceux-là qui ont transgressé l'ordre public, les manifestants, et ceux-là qui ont maintenu l'ordre public et que l'on rétabli, vont continuer à vivre ensemble. Dans le cadre, disons, d'un consensus politique et social. N'est-ce pas? C'est pour dire tout simplement que, après les opérations, les policiers, oui. les gendarmes, de statut de force de l'ordre, oui. doivent passer maintenant au statut de service de sécurité. Force de l'ordre pour imposer l'ordre aux citoyens. Oui. Et après ça, maintenant, vraiment, il doit se mettre à la disposition et être disponible par rapport aux c'est-à-dire en sécurisant les citoyens. Absolument. Oui. Bon, maintenant. Les rapports doivent être fluides. Absolument, fluides. Je crois qu'aussi, il y a le fait qu'au niveau des forces de l'ordre, il doit y avoir beaucoup plus de professionnalisme. Parce que vraiment, je regarde la télé, oui. mais je vois des gens qui ne devraient pas être sur le terrain. Il y a trois catégories de personnel qui ne devraient pas être sur le terrain. Ah oui. Les auxiliaires, les élèves qui sont en formation, donc qui sont en apprentissage, et les ASP. Et qui devront être non, sur le parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions professionnelles pour exercer correctement le travail. Faire du métier de l'ordre, c'est un métier. Ce n'est pas n'importe quel policier ou n'importe quel homme en tenue qui doit pouvoir exercer ça. C'est pourquoi ça demande un certain professionnalisme. Oui, devant les nouveaux venus, il y a des gradés de la police qui sont souvent devant eux pour gérer les manifestations publiques. Qui sont devant eux. C'est-à-dire que quelquefois l'individu peut être dans une situation d'isolement où il appartient lui de prendre seul la décision. Et dans ce cas-là, s'il n'a pas la formation nécessaire, parce que non seulement il faut techniquement être formé, mais mentalement également, ça demande certains ressorts. Oui. C'est ça. Et quelquefois, devant certaines situations, certains ressorts sont cassés parce qu'il y a une certaine fragilité mentale, psychologique qui fait que l'individu réagit comme il n'aurait pas dû le faire. Oui. C'est pourquoi vraiment ça demande une certaine technicité. Même s'il se dédouane parfois en disant que c'était devant une situation où il faut comprendre ils étaient obligés de réagir, comme ce fut le cas à Saint-Louis. Il faut comprendre que dans leur action, oui. il y a toujours une responsabilité qui est engagée. Cette responsabilité-là, elle peut être collective comme elle peut être individuelle. Ça veut dire quoi? Quand les agents seront sur le terrain pour agir, c'est dans le cadre de la loi. Oui. Et dans le cadre de l'exécution d'ordres qui ont été donnés par les supérieurs. Tant que c'est à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais au cas où l'ordre maintenant donné ne serait pas dans un cadre légal, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on leur accorde une petite fenêtre d'appréciation. On dit que le militaire ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal. Au contraire, aux règles de droit international dans les conflits armés, ou au contraire aux conventions internationales. Ça, c'est pour les militaires. Les gendarmes sont des militaires. Pour les policiers, on dit que les fonctionnaires de police ont le devoir, à la limite, ils sont astreints, ont le devoir de désobéissance quand l'ordre est manifestement illégal. Ça veut dire quoi? Ouais. Même pour les fonctionnaires qui sont dans les administrations générales, on dit que le fonctionnaire est délié de l'obligation d'obéir à son supérieur hiérarchique. Par souci de carrière, c'est impossible. Par souci de carrière, c'est quasiment impossible. Ah non, c'est-à-dire que c'est une question de responsabilité. C'est à l'individu de... Évidemment, il y a certains gens, parce qu'il y a le problème de... Qu'est-ce que ça veut dire manifestement illégal? Là, également, ça pose un problème. Oui. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention. Et vraiment, il y a des expériences qui doivent leur permettre de réfléchir davantage. Il y a le cas de policiers radiés, en 87. Qu'est-ce que la police n'a pas fait pour le Parti socialiste, pour le régime d'alors?
Mais un beau jour, ils sont levés, mais ils ont balayé tout le monde dehors. Sans se préoccuper même des conséquences sociales qui peuvent advenir. Oui. Je donne également là un exemple, ça c'est un exemple collectif. Je donne un exemple maintenant individuel. Oui. Vous prenez le cas de l'ancien commissaire central de Dakar. Je ne veux pas nommer son nom. Arona Sy. Oui. Il a été promu. Maintenant, il ne sert plus au Sénégal. Oh, c'est-à-dire que, non, comment il ne sert plus? C'est-à-dire que, voilà un monsieur, Oui. un des meilleurs commissaires de police, hein, du point de vue compétences techniques. Ça, je le dis. Oui. Il a été promu au plan international. Non. Bon, Arona, jusqu'à présent, non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu comment il s'est comporté. Parce qu'il était encouragé par le ministre de l'Intérieur d'alors, Ousmane Ngom. Ousmane Ngom. Et vraiment, il a eu sur le terrain même des attitudes que nous, commissaires de police, nous n'avons pas appréciées. Parce que quand même, un commissaire de police, divisionnaire, etc., il y a des choses qui ne vous revient pas de faire. Il était toujours. Vous avez des colonels, vous avez des lieutenants, vous avez mais vraiment à charge pour cela, là, de faire certaines choses sur le terrain, mais ce n'est pas à vous de le faire. Peut-être que c'est un excès de zèle et il voulait montrer qu'il est là au service de la République. Quand cela le tient. Oui. Mais aujourd'hui, quand le régime a changé, il avait bénéficié, comment dirais-je, d'un poste international. Oui. Mais malheureusement, il n'a pas pu s'y rendre. Ah oui. Ah oui, parce que les gens s'y sont opposés. Et le ministre d'alors, qui le poussait à faire certaines choses, ne l'a pas défendu. Et aujourd'hui, ce ministre-là, mais il est là, il est dans la mouvance totale avec Macky Sall. Et on l'a oublié. Donc, aux gens, là, de réfléchir. Il faut qu'ils soient loyaux par rapport à l'État. C'est un autre coup que vous êtes en train de nous donner. Il faut qu'ils soient loyaux par rapport il faut qu'ils soient loyaux par rapport à la République, par rapport à l'État. Mais il ne faudrait pas qu'ils obéissent aveuglément à un régime. Ouais. Donc, vraiment, qu'ils y aillent avec sérénité. Parce qu'en fait, pendant la campagne électorale, mais ce n'est pas le président, parce que les gens font de la confusion, ce n'est pas le président de la République qui est là en confrontation avec des citoyens sénégalais. C'est un candidat qui est là en confrontation avec d'autres candidats. Mais le président se déplace avec les forces de sécurité. Ils sont assujettis aux mêmes obligations. Et ils jugent des mêmes droits. Ah oui. Ah oui, candidat pour candidat. En principe, théoriquement, ça devrait être ça. Donc il faut que les forces de l'ordre comprennent qu'ils ont un rôle d'arbitre à jouer. Et ça, j'espère qu'ils comprendront. En fait, ils sont issus du peuple. Hein. Ils partagent les clando, les ndiagadjaï, les 7 places avec les civils. Ouais. Quand ils ont un événement heureux chez eux, les civils sont plus nombreux là-bas. Quand ils ont un événement malheureux, les civils sont plus nombreux là-bas. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils sont issus du peuple. Ils doivent travailler pour le peuple. Macky Sall qui est là, qui donne des ordres, il le fait au nom du peuple. Sans le peuple, il ne serait rien. Oui. Voilà. À propos de Macky Sall, au cours des cérémonies religieuses, le chef de l'État a fait quelques maladresses au plan communicationnel, surtout lors du dernier Magal de Touba. Quel est votre regard sur ces failles? Moi, je veux dire une chose. Il faut que les gens comprennent. Et il faut que les chefs religieux, les chefs religieux comprennent que Macky Sall, quand il a fallu choisir son orientation politique, il a choisi d'aller dans un parti où on ne croit pas au bon Dieu. Il a choisi d'aller dans un parti qui considère que la religion est l'opium du peuple. Oui. C'est lequel? C'est le maoïsme. C'est le maoïsme. Macky Sall. Et comment dirais-je, Babacar, comme il s'appelle, l'ancien ministre, Lamine Ba, oui. Il a dit qu'un jour, ils ont été en Chine, que devant la tombe de Mao, mais Macky Sall a pleuré à chaudes larmes. Donc ça, ce sont ses convictions originelles. Bon, maintenant, le voilà qui dit salatu à la Fatiha, dans un pays comme le Sénégal. Et les gens, c'est banal. Ou des musulmans, c'est banal. Les chefs religieux qui écoutent ça, bon, peut-être que même ils en rigolent. Voilà quelqu'un qui va à Touba, qui mélange les khassaïd. Voilà quelqu'un qui va à Touba, là où le calife se déchausse, il refuse de se déchausser. Donc il faut que les marabouts comprennent. Et plus grave par rapport au mérite. Voilà quelqu'un qui ignore même le sens du magal. Il a été à l'école primaire, il a vu des camions quitter Fatick pour aller à Touba. Il a été au secondaire, il a vu des camions quitter pour aller à Touba. Il a été à l'université, il a vu des étudiants s'organiser pour aller à Touba. Il a été directeur, il a été ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes. Et il ignore ce que c'est que le magal de Touba. Écoutez, de quel mouride il se moque. Le sens du magal. Voilà, de quel mouride il se moque. Et plus grave encore, Macky Sall
a osé prendre notre avion, y mettre notre corps pour aller défendre les pourfendeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il dit qu'il est Charlie. Mais ces marabouts, ces religieux-là, où est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils lui ont dit son fait? C'est pourquoi je dis les 24. Il y a deux, les gens vont voter sur deux registres. Le premier registre, c'est le citoyen qui a sa carte d'identité, qui va aller dans l'urne. Mais le deuxième registre, c'est le musulman qui va voter. Il va choisir entre Charlie et le prophète. Le 24 février, c'est ça. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Là, vous y allez... Peut-être que... Non, c'est la vérité. En fait, parce qu'on est en train de faire de la politique, on met nos activités, et comme si vraiment, et notre qualité de musulman, on met ça entre parenthèses. Non, non, c'est quelque chose qui nous accompagne intrinsèquement. Ils iront dans les urnes. Les citoyens ne les verront pas. Mais Allah est en train de les regarder. Il n'y a seulement pas que des musulmans au Sénégal. Non, moi je parle des musulmans, parce qu'il est question du prophète. Parce que c'est là qu'ils vont insulter le prophète là. Mais même, excusez-moi, Jésus, il ne le laisse pas tranquille également. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est des athées, quoi. Parlons de Maître Abdoulaye Wade. On annonce sa venue très bientôt, très prochainement au Sénégal. Qu'est-ce qu'il peut créer? Ah non, c'est qu'il va galvaniser les foules. Et je crois qu'il va donner une dose supplémentaire de courage à nos chefs opposants qui sont là, quoi. Je crois que même certains attendent effectivement peut-être son retour. La venue de Wade, qui n'est même pas candidat. Ouais, non, il n'est pas candidat. C'est pas une question. Non, c'est pas une question de candidat. Son aura dépasse la candidature présidentielle. Non. Et son fils Karim, pensez-vous? Et son fils Karim, je dis qu'il va être là. Parce qu'il n'est pas question Karim qui reste là-bas à boire du thé, qui reste là-bas à boire des jus de sucre, alors que des fils du Sénégal sont en train de se faire massacrer ici, de se faire insulter ici, de se faire injurier ici. Il n'a qu'à venir le plus rapidement possible. Normalement, il aurait dû même précéder son père pour l'accueillir. Ah oui, Karim. Ah oui, c'est ce qui devrait se passer. Il n'a qu'à se présenter là, ici. Sinon, il va les 138 milliards. Sinon, il va perdre toute crédibilité. Ça, je le dis. Et s'il ne vient pas? S'il ne vient pas, je dis, il va perdre toute crédibilité. Et il n'est plus question qu'on prononce son nom ici dans ce pays-là. Commissaire Boubacar Sadio, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle et que l'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Malheureusement, c'est court. Sinon, on aurait dû parler du bilan du président de la République. Oui, le bilan, on aura l'occasion d'y revenir, surtout lors de la campagne, parce que nous, dans les médias, on est tenu de respecter cette période de pré-campagne pour ne pas faire de la propagande en faveur ou bien en défaveur d'un candidat. Absolument, absolument. C'est moi qui vous remercie. Sinon, encore, j'aurais dû le faire dès le début, vous présenter mes condoléances par rapport au dossier de Sidi Lamine Niasse, que j'ai connu en 1981, alors que on avait procédé à l'arrestation de son grand frère, Amir Khalifa Niasse, qui avait brûlé le drapeau de la France à la veille de l'arrivée du président français. C'est en ce moment-là que j'ai connu Amir Khalifa Niasse, qui aussi nous avait ouvert en 87, lors de la radiation, les pages du journal Walfadjri, qui était mensuel, qui est devenu bimensuel, qui est passé hebdomadaire pour effectivement devenir un quotidien. Vraiment, c'est l'occasion vraiment de le remercier de vive voix. À mon nom personnel et au nom de tous les policiers. Là, c'est la rigueur d'un policier qui est appliquée. Absolument. Parce que les choses sérieuses après, ce qui va suivre. Ah ouais, bon, encore que c'est vraiment, c'est sérieux quand même. Oui, c'est sérieux, oui, bien sûr, absolument. On a dit ce qu'on vient, même pas. Merci beaucoup, commissaire Boubacar Sadio. Merci à vous, merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, cher Ahmed Tidiane Diop, Salihou Keïta, mais aussi Ousseynou Sall, sans oublier Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.